Que feriez-vous si une intelligence extraterrestre vous contactait ? Bien sûr, après avoir vérifié les produits périmés du réfrigérateur. Cette tentative de contact a probablement pu vous dérouter. C'est exactement ce qui a récemment intrigué les astronomes. Mais commençons par le début. Il s'agit de signaux non élucidés provenant de l'espace sans expéditeur précis, ainsi que des sursauts radio rapides, dont le nom était caché sous l'abréviation Fast Radio Bursts. Ces derniers impressionnent par leur persistance et leur durée dans le temps. En effet, le premier signal a été enregistré il y a environ 10 ans. Nous avons reçu environ 40 sursauts radio, dont le dernier a été enregistré relativement récemment. Hubble. Pour commencer, penchons-nous sur la théorie. Comment l'humanité a-t-elle choisi de recevoir d'éventuels signaux extraterrestres ? On ne peut pas juste régler une fréquence comme 104,5 modulation de fréquence et entendre « Bonjour, ici Alpha du Centaure qui vous salue ». Non, tout s'est passé bien plus simplement. Un jour, deux personnes très intelligentes se sont réunies, Cocconi et Morrison. Ce dernier était un astrophysicien américain travaillant aux universités du Massachusetts, de Californie et de Cornell. Son directeur de thèse était Robert Oppenheimer, créateur de la bombe atomique. Avec le temps, les scientifiques ont conclu que la fréquence de l'hydrogène libre est idéale pour capter des signaux extraterrestres. Cet élément, le plus répandu dans l'univers, émet sur une longueur d'onde de 21 cm et traverse facilement les nuages de poussière cosmique qui semblent opaques. Les astrophysiciens pensent que toute civilisation avancée le sait déjà et émettra donc aussi des signaux sur cette fréquence. Mais ces calculs se sont révélés trop optimistes. En un demi-siècle, nous n'avons reçu que très peu de messages venus de l'extérieur. Un signal est entré dans l'histoire sous le nom de WOVO. Il a été reçu en 1977, à durée 72 secondes, mais des débats persistent encore aujourd'hui sur sa possible origine terrestre. Et parfois cela devenait même ridicule. Certains ont même proposé qu'un micro-ondes ait pu être allumé dans le laboratoire pendant le fonctionnement du radiotélescope Grande Oreille. Cependant, quoi qu'il en soit, le signal correspondait parfaitement aux caractéristiques attendues d'une émission extraterrestre. Outre la tentative mentionnée d'une intelligence extraterrestre de nous contacter, si c'était bien elle, la science connaît également le signal radio SHG B02+14A. Détecté comme le signal OW en 2003 par les participants du projet Recherche d'intelligence extraterrestre, il est considéré comme le candidat le plus probable à une origine artificielle. Si nous avons affaire à une séance de communication extraterrestre, il s'avère que dans ce cas, des êtres inconnus ont été persévérants, puisqu'ils ont essayé de le faire à 3 reprises. Chaque signal a duré environ 1 minute, encore une fois, sur la fréquence de l'hydrogène libre. D'où provenait ce signal ? C'est ici que commence le plus intéressant. À des milliers d'années-lumière de la Terre, entre les constellations des Poissons et du Bélier, se trouve un vide, une zone sans étoiles ni planètes. Et maintenant, attention, question. Qu'est-ce qui a émis le signal depuis cette région ? La deuxième caractéristique étonnante, c'est la fréquence du signal. Elle changeait à une vitesse incroyable. Si un tel émetteur avait été installé sur une planète, cet objet aurait dû tourner 40 fois plus vite que la Terre. L'impulsion est restée précisément sur la fréquence de l'hydrogène, entendue à cette fréquence lors des 3 occurrences. Aucun chaos, seulement de l'ordre. Qu'en pensent les astronomes à ce sujet ? Il existe de nombreuses hypothèses, et elles ne sont pas toutes liées sans à des extraterrestres hypothétiques. Un dysfonctionnement du télescope Arecibo est envisagé. Certains astrophysiciens pensent également que nous avons été confrontés à un phénomène cosmique inconnu d'une ampleur monstrueuse. Cependant, ce signal n'est jamais réapparu en 20 ans. Écoutez simplement comme il sonne de façon étrange et irrégulière.
N'entendez-vous pas parfois des voix à travers les interférences, mon ancêtre ? Peut-être qu'à cette époque, en 2003, quelqu'un essayait de nous crier à travers le voile des années de lumière pour nous avertir des temps difficiles qui allaient bientôt s'abattre sur la Terre ? Qui sait ? Mais est-ce que tout s'est vraiment arrêté là ? Pas du tout. Après l'arrivée de la nouvelle année 2023, sur la fréquence de l'hydrogène libre, les astrophysiciens ont de nouveau détecté un signal provenant de la galaxie Sloan Digital Sky Survey, J0826 plus 5630. Elle se trouve incroyablement loin, à 8,8 milliards d'années-lumière de la Terre. Cela signifie que la lumière de cet objet a commencé son voyage 5 milliards d'années avant la naissance de notre planète. Le signal a été capté par un énorme télescope situé en Inde, dans l'état du Maharashtra. Il est surprenant que seuls des signaux de galaxies proches aient été reçus jusqu'ici, puis soudain, un signal est venu du cœur de l'univers. En réalité, dans ce cas, c'est l'effet de lentille gravitationnelle qui est venu à la rescousse, amplifiant le signal à de nombreuses reprises, ce qui lui a permis de nous parvenir. En fait, près de la trajectoire du passage du message cosmique, brillait un immense amas d'étoiles. C'est lui qui a facilité la transmission du signal. Que sait-on d'autre sur les signaux Fast Radio Bursts ou sur les sursauts radio rapides ? En réalité, nous en savons très peu, même si les scientifiques continuent d'étudier activement ces phénomènes. De tels signaux radio proviennent souvent des profondeurs de l'espace, donc nous ne pouvons que supposer leur origine et leur source. Mais étant donné la répétition multiple de certains sursauts, leur nature catastrophique a dû être exclue de la liste des hypothèses. Par exemple, dans le cadre d'une expérience canadienne menée de 2018 à 2020, 38 sursauts de radio ont été enregistrés. Et tout irait bien, mais certains ont été détectés, non pas de façon sporadique, mais avec une régularité remarquable. Prenons le signal légendaire Fast Radio Bursts 189 916.J01558 plus 65. Il se répétait avec une intensité variable tous les 16 jours. Les membres de la collaboration canadienne Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment ont observé ce phénomène pendant plus de 400 jours d'affilée. Le deuxième aspect impressionnant découvert grâce à l'étude des sursauts radio rapides est leur extrême énergie. En quelques millisecondes, une énergie équivalente à celle de centaines de millions de soleils est libérée. Quelle créature cosmique aurait bien pu engendrer de tels signaux ? On pensait auparavant que certaines petites traces de périodicité étaient en dessous à l'activité des trous noirs et des étoiles en orbite autour d'eux. D'où provient donc l'étrange sursaut Radio Fast Radio Burst 18916.J01158 plus 65 qui reste encore inexpliqué. La source se trouve à 500 millions d'années-lumière de nous, dans une galaxie en phase de formation d'étoiles. À l'heure actuelle, cet objet pourrait déjà être mort, puisque sa lumière a mis 500 millions d'années-lumière pour nous parvenir. Mais cela aussi, nous l'ignorons toujours. Dans ces questions, l'impuissance définit l'humanité. Certains membres de la communauté scientifique avancent l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un magnétar ou d'un pulsar émettant dans la gamme des rayons X. Mais ces objets oscillent beaucoup plus rapidement et non une fois tous les 16 jours. Des hypothèses suggèrent aussi que ce signal radio s'inscrirait dans un cycle plus vaste que nous ne pouvons pas encore détecter ou comprendre. Une chose est évidente, les sursauts radio rapides chaotiques et récurrents sont deux types d'éruptions différents. L'humanité a toujours cherché à voir ce qui se passe dans l'espace profond, mais parfois on peut aussi l'entendre grâce à des équipements très sensibles. Il est également important de comprendre ces signaux. Qui essaie de nous dire quelque chose et à propos de quoi ? Ou bien quel événement d'une ampleur inédite aurait pu produire de tels échos puissants ?
C'est précisément pour cela qu'a été créé le projet intitulé Signes dans l'espace, initié par la même organisation Search for Extraterrestrial Intelligence. Son principe consiste à offrir aux gens ordinaires un accès aux données brutes recueillies par plusieurs télescopes. Elles sont entièrement cryptées, et même ouvrir ces fichiers n'est pas facile. Mais ce n'est pas grave. Les scientifiques de l'Institut de recherche d'intelligence extraterrestre ont remis un guide que les participants devront étudier seuls. Ce n'est qu'après que l'utilisateur aura appris à utiliser le système de fichiers interplanétaires qu'il pourra commencer à étudier les informations fournies par les télescopes. Cela semble être un excellent moyen de se sentir comme un idiot clinique. Mais sérieusement, il est possible que quelqu'un parvienne réellement à déchiffrer un signal extraterrestre, y découvrant un appel à l'aide ou une certaine menace. En même temps, l'humanité comprendra que le problème ne réside pas dans l'endroit où ils se trouvent tous, mais ailleurs. Nous ne savons absolument pas interpréter les signes venus de l'extérieur, car ils ne sont accompagnés d'aucune instruction. C'est pourquoi il ne faut pas affirmer catégoriquement que d'autres civilisations n'ont pas essayé de nous contacter. Peut-être que nous ne l'avons tout simplement pas remarqué ? Et que dire des lettres envoyées dans le vide, que l'humanité a envoyées à plusieurs reprises à bord de ces sondes ? Si une civilisation intelligente existe à des milliers d'années-lumière, quand recevra-t-elle notre message ? L'humanité existera-t-elle encore au XXIe ou XIXe siècle quand la réponse viendra ? Ce sont des questions sérieuses, car les distances dans l'espace ne sont pas une plaisanterie. Que savez-vous sur Mars ? À quoi pensez-vous lorsque vous regardez une image de sa surface ? Vous pensez qu'il n'y a rien sur la planète rouge à part des rochers et des paysages poussiéreux identiques ? Pourtant, ce n'est pas du tout le cas. Et déjà vous apercevez une véritable tempête de poussière à l'horizon. Elle devient si puissante que sa force destructrice englobe non seulement une région, mais toute la planète. Et Mars ne peut pas oublier cette tempête. En effet, elle se produit tous les 5 ans et demi terrestres, ou tous les 3 ans martiens. La poussière recouvre tout d'une couche dense et bloque complètement l'accès à la lumière du soleil. Mais en quoi cela nous concerne-t-il ? Eh bien, tout d'abord, si nous envoyons nos appareils de recherche sur Mars, ils tomberont rapidement en panne dans de telles conditions. Et bien sûr, si à l'avenir nous envisageons de coloniser la planète rouge, nous serons obligés de nous adapter à de telles tempêtes de sable d'une telle ampleur. Et cela serait difficile pour nous à l'heure actuelle, car nous ne savons pas pourquoi ces tempêtes se produisent en général et pourquoi elles surviennent avec une telle périodicité. Mais quelles en sont les conséquences ? Et que faut-il faire pour survivre pendant une tempête martienne ? Il faut d'abord rappeler que la planète rouge possédait autrefois une atmosphère différente, peut-être même de l'eau, ce qui excluait de telles tempêtes de poussière. Avec le temps, Mars est devenue une planète désertique et inhospitalière où la couche atmosphérique s'est pratiquement dissipée. Actuellement, l'atmosphère de Mars ne représente même pas 1% de celle de notre planète. Ce n'est bien sûr pas la seule raison pour laquelle des tempêtes se sont formées sur Mars. Il est très probable que la température de la planète ait été un facteur important, même si nous ne pouvons pas encore l'affirmer avec certitude. Comme la couche atmosphérique devenait de plus en plus mince, Mars ne pouvait plus retenir la chaleur aussi bien qu'avant. La planète a alors commencé à refroidir. De plus, il y a d'énormes écarts de température à sa surface. Elle varie de 27 degrés Celsius pendant la journée jusqu'à moins 133 degrés la nuit. Ces variations de température génèrent de forts vents sur Mars, où les cycles de poussière, plus que ceux de pluie, sont caractéristiques. Comment la poussière se retrouve-t-elle dans l'air ? En été et au printemps sur Mars, il se forme ce qu'on appelle des diables de poussière, des tourbillons qui redistribuent les particules de poussière. Lorsque les rayons du soleil réchauffent à la surface, l'air qui se trouvait tout en bas monte vers le haut, tandis que l'air froid descend pour combler le vide. Tout cela favorise la formation de spirales dans l'air, dont la hauteur atteint parfois 8 km et demi. En se déplaçant, ces spirales absorbent tout ce qui se trouve sur leur chemin, et elles rencontrent une énorme quantité de poussière qu'elles laissent ensuite dans l'atmosphère. Lorsque cela se produit, le ciel sur Mars paraît beaucoup plus sombre, et la poussière reste longtemps dans l'atmosphère. Il existe aussi d'autres options, les plus courantes étant l'action des vents. Il est assez difficile de déplacer la poussière dans l'air sur Mars, car ces particules sont électrostatiques et, disons-le ainsi, elles restent souvent collées ensemble, donc il est très difficile de les séparer.
Les particules de poussière martienne bougent grâce à une impulsion. Les rafales de vent soulèvent aisément les plus grosses, même si cela peut sembler paradoxal à première vue. En fait, les grosses particules de poussière ne s'agglomèrent pas aussi fortement entre elles. Ainsi, les grosses particules sont soulevées dans l'air. Elles ne peuvent pas rester en suspension longtemps car elles sont trop grosses et par conséquent, elles retombent après avoir parcouru une courte distance. Quand elles retombent, une impulsion casse les liens entre les petites particules de poussière qui s'élèvent alors dans l'air. Là-haut, la gravité de Mars est plus faible, ce qui signifie que la poussière peut rester en suspension sans retomber pendant des semaines, voire des mois. Ceci provoque la formation de tempêtes intenses et durables. Les particules de poussière retiennent assez bien la chaleur provenant du Soleil, et lorsque ces particules se réchauffent, elles commencent à transmettre la chaleur accumulée à l'atmosphère. Et ainsi l'air chaud s'élève comme lors des diables de poussière, mais de façon bien plus significative. Cela conduit à une plus grande salinité du sol martien, à une quantité accrue de poussière soulevée, ce qui signifie que le réchauffement de l'atmosphère augmente également. Le résultat de tout cela est l'apparition d'une tempête de poussière. Si une tempête de poussière martienne ne fait rage que dans une seule région, elle ne présente pas de danger particulier. Sa vitesse habituelle est d'environ 97 km/h, les ouragans terrestres sont moitié plus rapides. De plus, la faible densité de l'atmosphère rend cela difficilement perceptible et n'endommage généralement pas un appareil de recherche. Cependant, il y a toujours des exceptions. Mais si une tempête de poussière contient une certaine quantité de poussière électrostatique légèrement collante, lorsqu'elle se dépose, elle bloque l'accès à la lumière du Soleil. Et c'est très mauvais pour les appareils qui fonctionnent à l'énergie solaire. Ils ne reçoivent tout simplement pas d'énergie. Les problèmes s'accroissent avec l'intensification des tempêtes. Au printemps et en été, l'hémisphère sud de Mars est le plus proche du Soleil, ce qui en fait la région la plus chaude. Durant cette période, pour une raison encore inconnue, les tempêtes de poussière fusionnent en une seule tempête géante. Bien sûr, cela peut être dû au fait qu'elles se trouvaient simplement proches les unes des autres, mais cela se produit avec une périodicité étonnamment précise, ce qui est peu probable que ce soit une coïncidence. Comment de telles tempêtes de la taille d'une planète apparaissent-elles sur Mars ? Et à cette question, les scientifiques n'ont pas encore de réponse. Elles se produisent avec une périodicité d'une fois tous les 3 ans martiens. Et c'est assez peu pour expliquer cela, ne serait-ce que par les cycles de Milankovitch. Là-bas, les intervalles de temps sont bien plus longs. Il existe une version selon laquelle il s'agit d'une des étapes du développement du cycle de la poussière. Cependant, nous ne pouvons pas l'affirmer avec certitude. Habituellement, les tempêtes de poussière sur Mars durent plusieurs jours. Cependant, ces tempêtes géantes peuvent persister pendant des semaines. Et par conséquent, cela aura un impact négatif sur nos appareils de recherche. Un indicateur important ici est la profondeur optique des aérosols, qui montre la quantité de lumière solaire disponible. Cet indicateur doit être inférieur à 2 pour que nos appareils puissent se recharger à l'aide de panneaux solaires. Sur Mars, cet indicateur est généralement de 0,5, ce qui reste normal. Lorsque d'énormes tempêtes de poussière martienne surviennent, il varie alors de 9 à 11, c'est-à-dire que la lumière du Soleil n'atteint plus du tout la surface. C'est précisément pour cette raison que la mission du rover Opportunity a échoué, car ces panneaux solaires ont été complètement recouverts d'une épaisse couche de poussière. Cela a entraîné une panne grave de l'appareil. Et cela ne signifie pas que les appareils équipés de batteries nucléaires sont en sécurité dans ce cas. De telles tempêtes de grande ampleur peuvent simplement perturber la communication, empêchant ainsi l'appareil de recevoir un signal de la Terre. De plus, même les satellites sont en danger. En raison de la grande quantité de poussière chauffée, l'atmosphère commence à se dilater, projetant une partie de celle-ci en orbite, là où les satellites fonctionnent habituellement. À cause de cela, ils doivent modifier leur trajectoire de déplacement, ce qui consomme énormément d'énergie. Imaginez que vous colonisez Mars. Les panneaux solaires seront inutiles et, pendant la tempête de poussière, vous ne pourrez probablement pas communiquer avec la Terre. Vous devez trouver un moyen de pouvoir subvenir à vos besoins de manière autonome pendant un certain temps. Il est surprenant que ces tempêtes gigantesques finissent par s'autodétruire, aussi étrange que cela paraisse. Tout cela parce qu'elles bloquent l'accès à la lumière du Soleil, ce qui fait que les vents qui soulèvent les particules de poussière dans l'air cessent de se former. Et voilà, après un certain temps, Mars redevient calme, inhospitalière et solitaire. Puis, une nouvelle fois, une tempête de la taille d'une planète le recouvre à nouveau.
La dernière de ce genre a eu lieu en 2018, ce qui signifie que la prochaine apparaîtra très bientôt. Et à votre avis, comprendrons-nous un jour la nature d'un tel phénomène? Et comment allons-nous y faire face si nous colonisons Mars? Galaxie. Vous entendez ce mot assez souvent, surtout sur notre chaîne. Vous avez déjà une image complète en tête. Et il y a de fortes chances que vous imaginiez une galaxie spirale comme celle-ci. Cependant, les galaxies sont très différentes et toutes intéressantes. Alors, à quoi ressemblent vraiment ces structures cosmiques étonnantes? Nous connaissons le type de galaxie spirale. Elles ressemblent un peu à un tourbillon qui se forme lorsque l'eau s'écoule dans un évier. La plupart des galaxies que nous connaissons sont des spirales. Par exemple, la Voie lactée ou Andromède. La grande galaxie la plus proche de nous. Mais qu'en est-il des autres types? Quels sont-ils? Il y a quelques décennies, les scientifiques pensaient que notre Voie lactée était une structure unique en son genre, c'est-à-dire la seule galaxie. À l'époque, on connaissait déjà l'existence d'Andromède, mais on pensait qu'il ne s'agissait que d'une nébuleuse à l'intérieur de notre galaxie. Tout a changé grâce à l'astronome américain Edwin Hubble. Au cours de ses calculs mathématiques, il a découvert qu'Andromède n'était en réalité pas une nébuleuse, mais une galaxie semblable à la Voie lactée, à l'intérieur de laquelle se trouvent des trillions d'astres différents. Cette découverte a poussé les scientifiques à revoir leur approche pour définir de tels objets. Actuellement, on estime qu'il y a environ 2 trillions de galaxies dans l'univers. Edwin Hubble, en 1936, a créé sa propre classification des galaxies selon leur forme qu'on appelle aujourd'hui la séquence de Hubble. En plus des galaxies spirales, Hubble a également défini les galaxies spirales barrées, elliptiques, lenticulaires et irrégulières. On les appelle aussi irrégulières. Le scientifique pensait que le type de galaxie détermine aussi son destin futur, la façon dont elle évolue et en quoi elle peut se transformer. Commençons par ce qui nous est le plus familier, les galaxies spirales. On peut considérer de tels objets comme relativement plats, avec au centre ce qu'on appelle un bulbe. C'est la partie la plus brillante de la galaxie et aussi la plus dense. Le bulbe contient généralement davantage d'étoiles anciennes. C'est pourquoi la teinte dans cette région est plus jaunâtre, mais sur les bords, le bleu ressort. Pourquoi cette région se distingue-t-elle autant ? Une théorie suggère qu'un trou noir supermassif aurait causé cette concentration à cet endroit. Les parties donc qui forment de la spirale sont appelées les bras de la galaxie. Habituellement, il y en a 2, mais dans certains cas, il y en a plus. C'est dans ces bras que l'on trouve une forte concentration d'étoiles, et donc une formation stellaire plus active. Les bras sont généralement orientés dans une seule direction. Si ce n'est pas le cas, il est probable que la galaxie primitive soit entrée en collision avec une autre galaxie. Le bulbe entoure également une région appelée le disque galactique. Celui-ci est principalement composé de gaz, de poussière stellaire et de jeunes étoiles. Il existe aussi une région sphérique, un composant invisible de la galaxie appelé le halo. Il s'étend au-delà de la partie visible de la galaxie. La majeure partie du halo est probablement constituée de matière noire. Il contient également des amas d'étoiles et du gaz raréfié. Il était possible que le halo renferme aussi les vestiges de galaxies disparues depuis longtemps. Il convient également de noter que la densité des bras peut varier d'une galaxie à l'autre. Si les bras sont plus denses, leur disposition permet de mieux distinguer la partie centrale, le bulbe. Mais alors, à quoi ressemblent les galaxies spirales barrées ? Elles sont plus allongées que les spirales ordinaires et possèdent également une barre appelée barre, où les étoiles traversent la galaxie en passant par son centre. C'est précisément de cette barre que partent les bras galactiques. Pour le reste, ces objets ressemblent beaucoup aux galaxies de spirale, et nous savons maintenant qu'environ 2/3 des galaxies spirales possèdent cette barre, et la Voie lactée en fait partie. Ensuite, les galaxies elliptiques. À première vue, cela semble être une étoile ordinaire mais gigantesque, avec un centre très lumineux. La majeure partie d'une galaxie de type elliptique est composée d'étoiles plus anciennes, ce qui donne à l'objet une couleur soit rouge, soit jaune. Puisqu'il y a généralement une quantité infime de gaz interstellaire à l'intérieur de ces galaxies, il n'y naît pratiquement pas de jeunes étoiles. Il existe des galaxies qui ne sont pas comprimées, et il y a des galaxies dont le degré de compression est très élevé. Selon ce critère, les galaxies elliptiques sont classées en groupes de E0 à E7.
E7 correspond à une forme ellipsoïdale, tandis que E0 est presque une sphère parfaite. La taille de ces galaxies peut varier énormément. Certaines peuvent être des dizaines de fois plus grandes que la Voie lactée, tandis que d'autres peuvent être tout aussi petites. Les galaxies lenticulaires. Pour faire simple, ce type combine les caractéristiques des galaxies spirales et ellipsoïdales. Ces galaxies possèdent même des bras, mais ils sont presque invisibles. De plus, il s'y forme très peu de nouvelles étoiles en raison du manque de matière stellaire. La majeure partie de ces galaxies est composée de vieilles étoiles jaunes ou rouges. Les galaxies lenticulaires, comme les spirales, ont un disque plat et un bulbe. On estime qu'environ 20% des galaxies de l'univers appartiennent à ce type. Passons à la partie la plus intéressante, les galaxies irrégulières. Pourquoi les appelle-t-on irrégulières ? Pour faire simple, c'est parce qu'elles ne ressemblent ni à une galaxie spirale, ni à une galaxie elliptique, ni à une galaxie lenticulaire. Ces galaxies n'ont pas de forme définie. En réalité, il s'agit simplement d'un amas d'étoiles rassemblées par la gravité dans un ordre chaotique. Certaines galaxies irrégulières n'ont même pas de centre identifiable, mais elles sont aussi extrêmement rares dans l'univers. Elles ne représentent que 5% du nombre total de galaxies. Qu'est-ce qui a causé l'apparition d'objets aussi étranges dans l'espace ? Impossible de le dire avec certitude, chaque galaxie pouvant avoir de nombreuses explications. Cette galaxie appartenait sans doute autrefois à d'autres types et avait une apparence ordinaire. Par exemple, il a pu s'y produire certains processus destructeurs qui ont considérablement modifié sa forme. Peut-être que la galaxie est simplement entrée en collision avec une autre autrefois. Dans certaines galaxies irrégulières, on devine leur ancienne forme. D'autres n'ont aucune forme particulière. On peut également distinguer un type à part, les soi-disant galaxies annulaires. Elles possèdent un noyau central. Mais après ce noyau, il n'y a rien. Le vide. Puis vient l'anneau qui entoure directement le noyau. Cet anneau est principalement composé de jeunes étoiles. Parmi les galaxies annulaires figure par exemple le célèbre objet de Hogg dans la constellation du Serpent. Bien sûr, il existe d'autres façons de classer les galaxies. Par exemple, on peut également distinguer les galaxies naines, qui sont beaucoup plus petites que les galaxies ordinaires. Cependant, nous connaissons maintenant les principaux types. Et là, une question intéressante se pose. Comment l'humanité a-t-elle compris quelle était la forme de notre galaxie ? En 1785, l'astronome britannique William Herschel a décidé de découvrir à quoi ressemblait notre galaxie. Pour cela, il a créé une carte spéciale avec tous les objets connus à l'époque qui devaient se trouver dans notre galaxie. À l'époque, il était loin de la réalité, mais c'était la première tentative, le début était posé. On est revenu à cette question seulement au XXe siècle. L'astronome américain Carl Shapley a mesuré la distance entre le système solaire et les amas globulaires autour du centre de la Voie lactée, concluant que nous sommes à la périphérie de la galaxie. Mais William Herschel pensait que notre Soleil se trouvait au centre de la Voie lactée. Depuis la Terre, on aperçoit dans le ciel étoilé une bande d'étoiles qui fait partie de notre galaxie. C'est précisément cela qui a permis de déterminer la forme possible de la Voie lactée, spirale ou lenticulaire. Pour le savoir avec précision, il fallait déterminer si la galaxie possédait des bras spiraux. Les radiotélescopes ont aidé les astronomes à dresser une carte galactique, et la première est apparue en 1958, où le motif spiralé était clairement visible. Malheureusement, beaucoup de choses concernant la Voie lactée nous sont inconnues. La galaxie recèle encore de nombreux secrets. Par exemple, nous ne savons toujours pas exactement combien de bras possède la Voie lactée. Et vous, qu'en pensez-vous ? Quelles autres choses intéressantes pourrions-nous apprendre sur les galaxies à l'avenir ? Et les scientifiques pourraient-ils découvrir un autre type particulier que nous n'avons pas encore observé ? Mars, la planète rouge. Depuis de nombreuses années, elle attire les scientifiques du monde entier, qui font tout leur possible pour en apprendre davantage sur cette planète mystérieuse. Aujourd'hui, nous allons parler de la mission du rover Perseverance et vous montrer les images qu'il a prises pendant son séjour sur Mars. Quels sont les endroits intéressants là-bas ? À quoi ressemble le ciel ? Et qu'avons-nous pu voir d'unique grâce au rover ?
L'objectif principal de Persévérance est d'étudier la géologie et le climat passé de la planète, de collecter des roches martiennes et du régolithe, ainsi que de rechercher d'anciennes formes de vie microbienne. C'est la toute première image couleur en haute résolution transmise par Persévérance après son atterrissage, le 18 février 2021. Et voici le moment même de l'atterrissage du rover. La photo a été prise par une caméra à bord de l'appareil de descente. Et voici les images que nous avons obtenues grâce à la caméra Sherlock Watson qui se trouve à l'extrémité d'un bras robotisé spécial. Ici, nous pouvons examiner plus en détail les roches. La caméra droite Mastcam Z nous aide dans cette tâche. C'est mieux que les films sur l'espace. À quoi ressemble le ciel sur la planète rouge ? Persévérance a capturé quelque chose de vraiment unique grâce à sa caméra. Le Soleil est éclipsé par Phobos, l'un des satellites de Mars. C'est l'observation à haute fréquence la plus détaillée d'une éclipse solaire de Phobos jamais réalisée depuis la surface martienne. Et voici par exemple Persévérance en train de prendre un selfie. Et là, il avance déjà droit devant lui. Ici, vous pouvez observer de véritables diables de poussière. De forts vents qui se sont formés près du cratère G0 le 20 juillet 2021. Ce que nous observons sur Mars grâce à Persévérance, c'est une réalité qui nous était auparavant inaccessible. Et nous ne doutons pas que le rover continuera de nous surprendre. À votre avis, qu'est-ce d'autre d'intéressant pourrions-nous découvrir sur Mars ? En attendant, pour finir, profitez encore des images de la planète rouge.